Bonjour, bienvenue au live TikTok de Pyramide. Soyez les bienvenus, connectez-vous, partagez le live, partagez. Nous avons deux points importants à discuter rapidement. C'est un live qui va être assez court. Parler des prisonniers politiques togolais, la grève de 35 prisonniers politiques, très important. Et ensuite, parler également du 9e congrès panafricain qui va avoir lieu du 8 au 12 de la manifestation du M66 pour le 8 décembre et du positionnement des Togolais face justement à ces panafricains qui se gargarisent de venir parler du panafricanisme au Togo alors que les Togolais sont déshumanisés, sont dans les prisons, meurent de faim par la volonté féroce d'un régime de terreur, de violence, un régime qui tue, qui blesse, qui viole. Et donc, il va falloir alors que les Togolais se réveillent et ne se laissent pas complètement torturer, qu'il n'ait pas le contrôle de la communication sur ces sujets, que le peuple togolais affirme sa position, son positionnement face au débat du panafricanisme et de l'importance de repositionner les thèmes de référence, les enjeux de ce panafricanisme qui ne peut pas se faire au détriment des Africains du Togo. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vous demande donc de partager le live et d'inviter vos amis à se joindre à nous. Le live va durer à peu près 1h, 1h30. Donc voilà. Merci pour tous ceux qui rejoignent le live de Pyramide. J'annonce aussi que chaque samedi, à partir du samedi prochain, Pyramide présentera ce qu'on appelle les master class de Pyramide. Et c'est des émissions qui vont nous permettre d'avoir les clés de compréhension de la complexité de la situation politique, de faire de l'analyse politique, de l'analyse politologique et en même temps de disposer des leviers qui nous permettent de mieux nous organiser sur le plan intellectuel, sur le plan physique, moral, sur le plan économique, sur le plan également spirituel. C'est important le combat qui nous attend, les défis à relever, et par conséquent nous devons nous armer de ce nouveau logiciel, de ce changement de paradigme. Et nous aurons le maître conférencier qui s'appelle Carlos Quito et qui va nous aider donc dans ce décryptage de l'actualité, mais en même temps d'aller à plus en profondeur où vont se croiser l'analyse politique, l'analyse historique, géopolitique, économique et également technologique sur ces questions majeures. Nous avons besoin de débattre de ces sujets-là et Carlos Quito nous fait l'honneur, n'est-ce pas, de nous aider dans la compréhension de ces enjeux. Nous convoquerons ce qu'on appelle la cartographie géopolitique du Togo. Quand on parle de géopolitique, on doit forcément parler de l'histoire, et quand on parle de l'histoire, on parle du territoire et également de la sociologie, n'est-ce pas, des peuples qui vivent et qui sont confrontés à des enjeux de domination, d'exploitation, d'impérialisme, mais aussi d'ethnisation qui sont des moyens par lesquels le régime de terreur essaie tout simplement d'avoir le contrôle sur le territoire du Togo et cette division. Et donc voilà, ces masterclass vous seront présentés chaque samedi à partir de 13h heure du Canada, à 19h heure GMT et 20h heure de Paris. Et c'est important que vous soyez mobilisés. Et nous invitons les intellectuels, nous invitons les journalistes, les artistes, les jeunes, les activistes
les étudiants, nous invitons les historiens, les politiques, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes, en tout cas, tous les Togolais, tous les citoyens togolais à participer à cette discussion, à nous enrichir de leurs expériences, de leurs connaissances, de leurs lectures pointues, parce que nous avons besoin de se préparer à cette grande bataille de rupture avec le régime togolais. Et il faut mettre de notre côté toutes les chances, toutes les armes nécessaires pour que cette fois-ci soit le bon. Le peuple togolais a besoin de se libérer de cette prison à ciel ouvert que le Togo est devenu depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympia en 1963 et le régime de terreur qui nous a été imposé. 38 ans du père, 20 ans du fils, 58 ans d'une seule et même famille, avec ce bilan catastrophique, plus de 20 000 morts, plus de 4 millions de Togolais forcés à l'exil, et actuellement nous avons 200 prisonniers, parmi lesquels 10 ont été tout simplement déjà dans la dernière période. Tout ça montre comment le peuple togolais aujourd'hui est soumis à la faim, à la souffrance, à la paupérisation, à la misère, et qui est un outil machiavélique de contrôle social pour que les Togolais ne pensent pas à leur liberté, ne pensent pas aux principes fondamentaux constitutionnels qui les protègent. D'ailleurs, on leur a arraché leur constitution notamment. On a transformé le Togo en une monarchie tyrannique. Le Front Nassingbe concentre le pouvoir dans ses mains, pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir économique, pouvoir judiciaire et même le contrôle de l'action du gouvernement sans rendre compte à personne. Donc c'est une tyrannie monarchique déguisée en une forme déguisée en une tyrannie qu'on appelle un parlementarisme, ce qui est tout complètement faux. Alors nous devons reprendre les outils pour mieux décortiquer cela. Et donc le 9e congrès qu'on veut organiser sur le dos des Togolais est également une stratégie de cosmétique du régime pour cacher la barbarie, la violence, la terreur qu'on exerce sur le peuple togolais, tout en jouant avec une forme de panafricanisme pour se donner les bons rôles, tout en oubliant, tout en occultant la réalité de la souffrance du peuple togolais. Alors donc chaque samedi à 19h GMT, nous ferons donc cette masterclass et nous allons commencer le samedi prochain où convoquer la cartographie du Togo avec chaque région. Nous allons nous appuyer sur s'appesantir sur chaque région, ressortir l'analyse politique, l'analyse historique, mais aussi les enjeux économiques, les enjeux de l'ethnisation, la cartographie de l'ethnisation, de la militarisation, mais aussi toute l'architecture de la machine infernale du régime de terreur qui s'est régionalisée, préfectoralisée, et qui empêche justement le peuple togolais de se soulever d'un seul et même comme un seul et même peuple en même temps. Toutes ces lectures vous seront proposées et en fait de pouvoir construire un argumentaire, une action stratégique, et nous vous proposerons également des solutions, ou en tout cas des pistes de solutions sur la façon dont les Togolais devraient s'organiser davantage, tirer les leçons du passé pour être plus efficace, plus idoine, plus percutant dans ce rapport de force à déterminer avec le régime de violence et de dictature. Donc voilà, alors vous êtes donc invités tous à cette masterclass chaque samedi à partir de 19h GMT. Revenons donc à l'action, à notre live, les 3 points qu'on veut partager aujourd'hui. Donc la question des prisonniers politiques. Ensuite, nous parlerons du 9e congrès et de la manifestation du M66. Nous invitons tous les Togolais à s'organiser, à se mobiliser pour participer massivement
à ces manifestations pour démontrer au régime togolais, même à toute l'Afrique et à tout le monde, que les Togolais ne sont pas d'accord avec cette tyrannie, ce régime de violence qui déshumanise les Africains du Togo. Et donc à tous ces panafricains qui viennent au Togo aux frais du contribuable togolais, à qui le régime a fait payer des billets d'avion, des hôtels, la nourriture et tout ça, alors que les Togolais ont difficilement un repas principal par jour, eh bien, les Togolais leur démontreront que nous ne sommes pas d'accord. Les Africains du Togo ne sont pas d'accord. On ne peut pas parler du panafricanisme sans que les Togolais, les Africains du Togo ne soient à la table pour faire valoir leurs préoccupations. Leur préoccupation, c'est la liberté, c'est la justice, c'est le bien-être, c'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie, c'est leur droit souverain inaliénable. Mais jusqu'à présent, ces questions-là ne sont pas prises en considération. On veut être sociétaire d'un régime de tyrannie, de terreur et de violence qui utilise l'argent du contribuable pour payer les hôtels et les billets d'avion pour des panafricains qui viendront nous parler du panafricanisme, alors que ces Togolais sont là où on parle du panafricanisme, à quelques mètres à la prison civile, mais cette prison qui a été construite depuis le temps de l'esclavage, le temps colonial, dans lequel les Togolais ne continuent pas à mourir. Il y a plus de 5 sur une prison qui a été construite pour à peu près 500 personnes. Aujourd'hui, sont plus de 4000 entassés les uns sur les autres dans des conditions inhumaines, et on continue par les torturer, les déshumaniser, sans que cette question ne soit convoquée, n'est-ce pas, sur la table de l'humanité, même des Africains, alors qu'on parle du 9e congrès. C'est tout à fait inacceptable pour les Togolais que nous sommes. Et donc, c'est des questions d'enjeux importants. Nous vous demandons de participer à ce live, d'inviter, de partager pour que nous puissions tous en discuter. Merci à tous ceux qui se joignent au live. Tapotez, partagez, et nous allons commencer bientôt dans quelques minutes. Alors partagez, 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 tapotez, tapotez, partagez. 35 de nos camarades sont en grève de la faim dans les prisons de Fort Gnassingbé. Nous vous invitons à aller sur le site de Pyramide, c'est pyramide-www.pyramide-org. Vous allez voir la liste de tous les prisonniers politiques. Leur situation sur le plan humain est dramatique. Vous savez qu'il y a 10 qui ont été torturés à mort. Et malgré la condamnation de la CEDEAO, la Cour régionale du Togo pour torture, malgré l'intervention de l'ONU, du Comité des droits de l'homme sur l'ONU pour la libération des prisonniers politiques, malgré l'intervention de l'Union européenne, pour réclamer la libération d'Aziz Goma, eh bien, le régime fait preuve d'autoritarisme, de tyrannie, de cruauté et d'autisme en maintenant Aziz Goma toujours en prison. Et Aziz Goma vient de déclencher une grève de la faim. Il est rejoint par 34 prisonniers, parmi lesquels Grace Koumaï. Grace, vous savez, est cette jeune femme infirmière de son état, courageuse, brave, qui dénonce les injustices et qui réclame la liberté pour son peuple. Elle a été arrêtée, violentée, torturée, privée, dans des conditions atroces. La gendarmerie vient de sortir un communiqué pour nier cela. Grace, brave qu'elle est, courageuse qu'elle est, malgré ses douleurs, ses blessures, sa souffrance depuis sa prison, a sorti
un document, une lettre pour contester les affirmations de la gendarmerie et réclamer à ce qu'il y ait une enquête internationale sur son cas. Elle est là, elle est blessée, elle souffre des conséquences de cette ignominie faite à la femme togolaise. Et donc, elle a eu le courage de dire sa vérité au monde entier. Je pense que nous devons tous nous mobiliser. Les Africains, les Panafricains devaient être choqués par les conditions que le régime de dictature, de violence impose aux femmes, la façon dont les femmes sont déshumanisées, sont violentées, sont violées. Eh bien, il faut absolument qu'il y ait un lever de bouclier de par le monde, de toutes les organisations de la diaspora africaine, de la diaspora togolaise, pour faire en sorte que nos camarades qui sont soumis à des traitements cruels et inhumains, dégradants, puissent être libérés rapidement, et les commanditaires, ceux qui sont les exécutants, ceux qui violentent les Togolais, qu'ils sachent que dans le code pénal togolais, il est prévu que les actes de torture, les actes de viol, les actes de déshumanisation, eh bien, sont punis par le code pénal togolais de 20 à 30 ans de prison et des amendes de 50 à 100 millions. Et donc, leur responsabilité individuelle est engagée dans ces crimes contre l'humanité. Et un jour, la justice togolaise, la justice du peuple togolais devrait donc les poursuivre et les condamner pour ces crimes odieux, ces crimes contre l'humanité de Grace, d'Aziz Goma, de tous les prisonniers politiques togolais. Donc, alors nos camarades sont en prison, ils sont en train de souffrir, et ils ont entamé une grève de la faim, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'accompagnement médical, ils ont besoin que leur situation soit connue par les médias internationaux, par les organisations des droits de l'homme, par les opinions nationales et internationales de tous les pays du monde, car il y a des hommes, ce que nous partageons, c'est l'humanité, en fraternité. Et donc, on ne peut pas accepter que certains humains soient soumis à des traitements cruels et inhumains et que leurs droits élémentaires ne soient pas réglés. Et ce régime qui fait cette violence-là, ce régime-là organise une grande fête, paie des billets d'avion, des hôtels à des panafricains. Ils viendront à Lomé, aux frais du contribuable togolais, à parler du panafricanisme alors que des Togolais meurent en prison. Des Togolais ont du mal à faire un repas principal par jour. Des Togolais, on ne peut pas valablement accéder à l'éducation. Les travailleurs ne sont pas payés. Le chômage grimpe de façon vertigineuse. Les fonctionnaires ne sont pas suffisamment payés. C'est une exploitation de l'homme par l'homme. Et cette situation, on ne peut pas l'accepter. Et donc, voilà, nous demandons à tous les Togolais d'aller sur le site de Pyramide, c'est pyramide-togo.org, de pouvoir devenir des parrains et des marraines pour ces prisonniers. Ça ne coûte rien, c'est absolument gratuit. Là, vous devenez parrain marin d'un prisonnier, vous postez sa photo dans vos profils, vous le soutenez à travers le comité de libération des prisonniers politiques. Si vous avez des moyens, $1, ça fait déjà une différence fondamentale dans la vie de ces prisonniers. Vous les envoyez à Lomé, nous vous donnerons à travers Pyramide, vous nous écrivez pyramide-togo@gmail.com et on vous communiquera les coordonnées du trésorier Asiba Johnson pour que c'est lui qui reçoit les dons à Lomé et qui les achemine vers les prisonniers en répondant aux besoins les plus urgents, parce que c'est une caisse mutualisée. Tous les parrains, à travers le comité de libération des prisonniers politiques, contribuent à cette caisse-là, et cette caisse répond aux plus urgents. Et le plus urgent aujourd'hui, c'est ces 35 camarades qui ont entamé les grèves de la faim parce que leurs droits sont violés, parce qu'ils ne devaient plus être là, parce que la Cour de justice de la CEDEAO a exigé, a ordonné leur libération, une enquête sur les allégations de torture qu'ils ont subies. Le Parlement de l'Union européenne a sorti une déclaration réclamant leur libération.
Le comité de l'ONU contre la torture également a réclamé leur libération et a réclamé des enquêtes indépendantes sur leurs conditions cruelles, inhumaines et dégradantes. Ce même comité a exigé la fermeture de la prison civile de Lomé, cette prison qui date du temps de l'esclavage, où on préparait, n'est-ce pas, les esclaves à la traversée de l'Atlantique. Donc on créait les conditions, n'est-ce pas, inhumaines, hein, pour ces esclaves-là, où ils sont disposés comme des sardines, les uns à côté des autres. Vous n'avez pas suffisamment, même pas d'espace pour vous coucher sur le dos ou sur le ventre. Vous devez coucher sur le flanc et on les dispose comme ça, comme des sardines. Il n'y a pas de toilettes. Les toilettes, c'est 2 seaux dans la prison, un pour l'urine, un pour pour les matières fécales, et vous ne pouvez pas les utiliser avant 2 heures du matin, et quand vous les utilisez, ça embaume toute la prison. L'intérieur est peint en noir, hein, et donc la chaleur est absolument torride, affreuse. C'est dans ces conditions qu'ils sont battus, et certains n'ont même pas le luxe de pouvoir trouver cette place-là, coucher sur le flanc. Ils sont debout parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour payer une place couchée. Donc ils restent debout tout au long de la nuit. Ça fait que leurs pieds s'enflent, les maladies de peau, les maladies contagieuse. Bref, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Même à ses pires ennemis, on ne peut pas créer ces conditions, et c'est ce que le régime fait aux Togolais, et ces Togolais-là sont donc privés de soins, privés de nourriture, privés. Vous savez qu'en matière de soins, il n'y a qu'un seul centre, je dirais, service médical qui s'appelle le Cabanon à l'hôpital de Tokoin. Et quand un prisonnier à Mangou ou à Sokoré ou à Kara ou à Tchévi ou à Lomé, c'est au même Cabanon qu'on les amène enchaînés sur des lits, alors qu'il n'y a même pas les équipements nécessaires, les machines nécessaires pour pouvoir les soigner. Et donc on les laisse à leur sort, et généralement on attend que leurs conditions qu'ils soient à côté de la mort, qu'ils soient en agonie avant de pouvoir accepter de les amener menottés à leur lit au Cabanon. Et c'est comme ça que nous avons perdu beaucoup de prisonniers qui ont été battus, torturés. Certains ont cassé leurs côtes, certains ont cassé leur colonne vertébrale, certains ont eu de l'hémorragie sur la tête, certains ont des perforations au niveau de l'abdomen, d'autres traînent des blessures, d'autres c'est des situations de cancer, et donc on les a abandonnés à leur sort jusqu'à ce que mort s'en suive. Le cas de Karo Wahim, il était menotté à son lit, il agonisait, mais les juges togolais l'ont condamné à 10 ans de prison après qu'il ait fait 7 ans de détention provisoire. Donc voilà le niveau de diabolisation du régime togolais. Et sur ça viennent s'asseoir des panafricains pour parler du panafricanisme, parce que l'État togolais met à leur disposition les moyens pour les déplacer, pour les nourrir. Et pour eux, ils sont fiers de recevoir un billet d'avion de Fognasimbe et de venir parler du panafricanisme au Togolais. Nous disons que les Togolais sont les premiers panafricains, puisque Sylvanus Olympio a été le premier président à rejeter, n'est-ce pas, les accords léonins, à rejeter le franc CFA et à travailler pour l'intégration de l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est sa ligne politique, c'est-à-dire que chaque pays travaille à consolider d'abord sa souveraineté, puis on va vers l'intégration, vers l'unité politique du continent. Il a été tué avant même que les tests sur lesquels il travaille pour l'intégration du continent soient même adoptés, puisque c'était en mai 63 que l'OU est né. Lui, il a été déjà tué en janvier 1963.
en 63. Et d'ailleurs, la nuit, là, il travaillait justement sur les tests de l'unité du continent africain. Donc, vous comprenez alors que quand on parle du panafricanisme, ce n'est pas le régime violent, le régime de terreur que la France a installé après l'assassinat du président Sylvain Olympio qui va nous parler, qui va faire du panafricanisme. C'est à l'opposé même du concept panafricain, à l'opposé même de l'idéal panafricain, de l'idéologie panafricaniste, puisque le panafricanisme veut dire quoi? Ça veut dire la dignité, ça veut dire l'humanité, la liberté des Africains. Ces Africains qui ont subi des formes de prédation, de violence, des systèmes de domination colonialiste, impérialiste, qui a accumulé avec l'esclavage pendant plus de 400 ans, ensuite la colonisation 100 ans, 150 ans, avant qu'on aille dans le néocolonialisme. Vous voyez, et donc le fait pour ces Africains de retrouver leur souveraineté, leur dignité, leur humanité, leur unité politique, culturelle et identitaire, c'est ça le panafricanisme. Donc quand on parle de panafricanisme, ça, on ne peut pas extraire l'humanisme des Africains du panafricanisme. Donc dans un pays où ils sont tués, blessés, soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, le panafricanisme doit commencer là, à rétablir leur dignité d'abord, à rétablir leur humanité d'abord, leur liberté. Et comme ça, on pourrait parler du panafricanisme. Sans ça, c'est un béaba, c'est un préalable, c'est un prérequis. D'abord, l'humanisme des Africains. Parce que pendant 400 ans, ils ont été déshumanisés. Pendant 150 ans, ils ont été soumis aux travaux forcés, à l'exploitation. Et pendant plus de 60 ans, ils subissent le néocolonialisme. Et justement, c'est là où il y a un quiproquo avec ceux qui veulent organiser le congrès panafricain au Togo, parce que le Togo a été ce pays dont le président s'est opposé, a voulu poser les jalons du panafricanisme en rejetant les accords léonins, en rejetant le franc CFA, qui sont des mécanismes de contrôle du néocolonialisme et qui donnaient l'indépendance dans une main et qui le reprenaient dans l'autre main. Puisque Olympio s'y est opposé, il a été tué. Et à sa place, on a mis un régime de terreur, de violence, qui n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Et dans ce régime-là, plutôt, a installé la terreur. Le résultat est catastrophique. Plutôt, on parle de 20 000 morts, plus de 20 000 morts. On parle de 4 millions de Togolais à l'étranger. On parle de centaines de prisonniers politiques, parmi lesquels 35 sont en grève aujourd'hui et qui risquent de mourir si rien n'est fait pour les accompagner médicalement dans leur expression de rejet des conditions de torture, de déshumanisation qu'on leur impose. Et donc, alors nous sommes au cœur de ça. 60 ans plus tard, les Togolais continuent par mourir, par souffrir, par tirer le diable par la queue. Tout simplement parce que le chemin qu'ils ont voulu prendre juste après l'indépendance, après le vote de 1958, qui a consacré l'indépendance du Togo, et que leur leader, le président Sylvain Olympio, a voulu assumer, on leur a bloqué ce chemin. Et depuis, ils sont dans le couloir de la mort. Ils sont dans le couloir de l'injustice, de l'exploitation, de la terreur, de la violence, de la pauvreté, de la misère. Et ils n'ont pas d'autre choix, soit de se résigner à l'intérieur, soit de quitter le pays. Ceux qui sont chanceux se retrouvent donc à fuir le pays, sinon c'est la prison ou encore c'est la prison ou encore c'est la mort. Vous voyez. Donc nous sommes dans cette situation jusqu'à présent. Et donc comment peut-on expliquer que des Africains peuvent répondre à l'appel de ce régime qui est à l'antipode du panafricanisme, c'est-à-dire du bien-être des Africains, de l'émancipation des Africains, de la défense de leurs droits constitutionnels, de leurs droits légitimes à choisir leurs dirigeants, à choisir, à avoir le contrôle sur leur destinée. Comment on peut, c'est les sorciers là qui se moquent de l'Église, comment maintenant ces dirigeants violents qui ont hérité de ce système panafricain qu'ils perpétuent dans la violence et dans le sang, puisqu'il y a des morts, a fait 38 ans, le fils a pris le pouvoir,
dans le sang, en massacrant plus de 2000 Togolais et en faisant 4 coups d'État, coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, en s'attaquant à la Constitution. La même nuit, la Constitution a été changée une vingtaine de fois. En s'attaquant à l'Assemblée nationale, où il est passé de député à ministre, de ministre à vice-président de l'Assemblée, à président de l'Assemblée, pour pouvoir assumer, la succession de façon légale, mais entre-temps, on maintient celui qui est le président de l'Assemblée, et qui est Nathiaba Fambaré, au Bénin. On ferme les frontières et lui fait un coup d'État institutionnel pour se dire, le président n'est pas là, c'est lui qui assume. Tout ça n'a pas marché et on lui impose les élections. Il le fait, il perd les élections parce qu'il ne peut pas gagner 5% de l'électorat togolais. Il perd les élections, il s'impose par la violence et l'ONU a documenté ces violences. On parle de 2000 Togolais qui ont été massacrés. L'ONU a dépêché une mission au Togo et cette mission a été dirigée par Doudou Dieng. Il a établi 500 morts. Il dit qu'il n'a que compté 500 morts, alors qu'il y en a plus. D'accord, prenons ces chiffres. Ce Doudou Dieng revient 30 ans plus tard et est celui qui fait partie des guest speakers de la conférence panafricaine. Vous imaginez quelqu'un qui est venu établir qu'on a tué 500 des citoyens. Ce rapport est laissé au calendrier grec. Il n'y a pas eu de conséquences politiques, de conséquences juridiques, de conséquences pour les criminels qui ont fait ce massacre. Ils circulent encore 30 ans plus tard, 20 ans plus tard à Lomé. Et c'est ce Doudou Dieng qui revient et qui est accueilli par le régime parce qu'il les a d'abord servis en diminuant le nombre de morts il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il revient et c'est lui qu'on dresse le tapis rouge pour venir nous parler aux Togolais du panafricanisme. Vous imaginez comment on se moque des Togolais. On se moque des Togolais. Si ce Doudou Dieng n'avait pas fait le rapport, on aurait compris peut-être qu'il ne maîtrise pas la situation du Togo. Il est venu, il a écouté toutes les parties. Il a circulé dans le Togo. Il a rencontré les victimes, les souffrants des familles. Il a vu les corps. Il a vu des preuves palpables de ce massacre. Comment ce Sénégalais peut revenir encore et sollicité par le régime pour être un guest speaker, pour ouvrir cette conférence panafricaine et nous parler du panafricanisme, alors que le panafricanisme fondamentalement est l'humanisme, le bien-être des Africains. Sans le bien-être des Africains, sans le rétablissement de leur humanisme d'avant l'arrivée des Occidentaux qui par la prédation, qui par l'esclavage, qui par la colonisation, la néocolonisation, ont décimé le continent, ont balkanisé, saucissonné, divisé, morcelé le continent. Nous apportons encore les stigmas aujourd'hui. Alors, à l'heure du réveil de la nouvelle génération d'Africains qui veulent assumer leur indépendance, qui veulent assumer leur souveraineté, aller vers la rupture avec tous ces systèmes, que ce soit la France-Afrique ou que ce soit le système néocolonialiste qui maintient les Africains dans une forme de pauvreté en nous imposant des vassaux. Ces vassaux font semblant de démocratie en triturant la Constitution, en imposant des formes de gouvernance de terreur et de violence. Eh bien, ces gens-là, nous ne pouvons pas, et quand l'Afrique se révolte contre ça, c'est ce même régime qui vient nous parler du panafricanisme. Et les invite ces Africains. Et ces Africains sont contents de venir parce que c'est l'État togolais qui leur dresse un billet d'avion, qui les invite, et donc ils sont contents d'utiliser les ressources de l'État togolais pour leur propre je dirais, visibilité, alors que sur le plan intellectuel, on est dans une forme d'incohérence. Sur le plan idéologique, on est aussi dans une forme d'incohérence. Parce que tant qu'on ne parle pas de l'humanité des Africains, on n'est pas dans le panafricanisme. On n'est pas dans le panafricanisme. Pourquoi on se met ensemble? Pourquoi tous les Africains? Pourquoi on parle de l'unité du continent? L'unité politique, l'unité économique, l'unité sécuritaire. C'est pour protéger les personnes et les biens. C'est pour protéger notre continent contre
fait des envahisseurs potentiels, comme ça a été dans le passé. C'est ça au cœur. Et quand on protège, on sécurise, c'est pour le bien-être, n'est-ce pas? Si on ne protège pas, eh bien, le pays et le continent est en proie à toutes sortes de violence et de prédation. Donc, l'humanisme est au cœur du panafricanisme. Et partout où que ce soit sur le continent ou en dehors du continent, où les filles du continent sont martyrisées, sont torturées, sont violentées, où ils subissent la discrimination et le racisme, il y a quand même besoin pour l'Afrique de défendre ses enfants. Alors, les Africains du Togo subissent ça, par la volonté justement du refus il y a 60 ans de leur choix de souveraineté qui a amené à l'assassinat de leur président. Et depuis, ce régime de terreur fait ce que fait la volonté colonialiste, qui est de les... Puisque ce régime ne peut pas gagner la volonté populaire, ne peut pas passer par les élections pour asseoir sa légitimité, il ne peut que gouverner par la terreur. Et c'est cette terreur que refusent les Togolais. C'est cette terreur que refusent les Togolais, puisqu'ils se battent pour la démocratie, pour la liberté, pour l'alternance politique, pour la souveraineté, pour garantir leurs droits citoyens, leurs droits constitutionnels. Et c'est ce qui les a amenés à se battre dans les années 90, à se doter d'une constitution, la constitution de 1982, et qui garantit les libertés fondamentales, voyez, et politiques, religieuses, les libertés de conscience, les libertés de presse. Mais qu'est-ce que ce régime a fait? Il a passé son temps à attaquer cette constitution, à la dénaturer, à la modifier et finalement à jeter complètement, la remplaçant par un chiffon que 87 malfrats sont allés notamment imposer au nom de la volonté de Faure Gnassingbé de garder le pouvoir de vietnam et de ne rendre compte à personne. Et donc, ils ont créé un monstre dont on ne voit ni les tenants et aboutissants, un monstre, je dirais, législatif, que seul Faure Gnassingbé comprend. Et ses affidés comprennent. Vous voyez? Et ça, le peuple togolais ne l'a jamais souhaité. Le peuple togolais ne l'a jamais. Alors, c'est faire injure, insulte. C'est se moquer du peuple togolais en multipliant tous ces facteurs par zéro et en venant parler du panafricanisme aux Africains. À la table, les Togolais ne sont pas là. L'opposition n'est pas invitée. Les intellectuels togolais ne sont pas associés. La société civile n'est pas associée. La diaspora togolaise n'est pas associée. Donc, on parle du panafricanisme sans les Africains du Togo, alors qu'on le fait dans leur pays avec leurs maigres ressources. Comment on l'explique? Dites taguez-moi Niamsi, professeur Niamsi, qu'il vienne expliquer aux Togolais comment il peut venir à Lomé faire une conférence sur le panafricanisme. Lui qui, à longueur de journée, explique aux Africains la nécessité de pouvoir avoir leur souveraineté, leur liberté, la justice et de reprendre leur pays dans leurs mains. Comment lui qui a attaqué Faure Gnassingbé dans le passé, qui a dit que les Togolais, c'est le pays où les Togolais naissent dans la peur, grandissent dans la peur, meurent dans la peur. Un régime aussi terrifiant, un régime aussi terrorisé, un régime aussi sanguinaire. Comment il peut accepter l'invitation de ce régime, manger dans les mains de ce régime, parce que le billet d'avion, l'hôtel, la nourriture, tout ça, c'est aux frais du contribuable togolais. Vous venez parler des panafricains, du panafricanisme. Monsieur Niamsi, est-ce qu'on peut parler de la corde à la maison d'un pendu? C'est la question qu'on vous pose. Vous qui vous attaquez, qui est opposant au régime de Ouattara,
Alors que vous savez que Faure et Ouattara sont tous des France-Africains purs et durs et qui travaillent les mains dans les mains. Vous allez venir au Togo tout en toute sécurité, faire votre continent panafricain, alors que vous pensez que Ouattara n'a pas la possibilité de venir vous chercher à Lomé. Et s'il ne le fait pas, il faut comprendre alors que c'est en intelligence avec Ouattara. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous trompez les Africains ou quoi? Vous trompez les Africains, vous devez être conséquent. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui doit rester conséquent avec ses idées, avec son positionnement. On ne peut pas être versatile. Le versatilisme ne relève pas de la rigueur intellectuelle. Les Togolais estiment que si vous venez à Lomé, vous avez trahi le panafricanisme. Il faudrait que vous soyez d'accord ou pas, c'est ce que pensent les Togolais. Vous ne pouvez pas leur planter un poignard dans le dos, monsieur Namsi. Vous ne pouvez pas, le jour, critiquer Faure-Gnassingbé, la nuit, manger à la table de Faure-Gnassingbé. Ce n'est pas cohérent. C'est de la trahison. C'est faire du panafricanisme de business, du panafricanisme de vente, du panafricanisme de l'intérêt personnel et égoïste. Les idées, le combat des panafricains, c'est pour la dignité de l'homme, la dignité de l'Afrique. Vous voyez, l'Afrique a été déshumanisée par les systèmes de violence et de prédation, l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. Et donc, les pères du panafricanisme qui se sont battus, c'est pour rétablir la dignité du continent, rétablir la dignité de ses fils, pour sortir de cette violence. Le Togo est le prototype de cette violence, puisque son président, Sylvanus Olympio, qui a obtenu la souveraineté et l'indépendance, a été tué justement par ce système de prédation et de violence. Et on a imposé un régime de terreur. Depuis 60 ans, les Togolais meurent. Plus de 20 000 ont été assassinés. Plus de 4 millions de Togolais à l'extérieur. Plus de 200 prisonniers politiques. On en a assassiné plus d'une dizaine. C'est du palpable. C'est des faits. Comment vous pouvez maintenant faire une conférence sur le panafricanisme à quelques mètres où des Togolais sont en train de mourir dans la prison civile de Lomé? Ayez le courage d'aller visiter la prison civile de Lomé avant de commencer votre discours sur le panafricanisme. Sinon, ce serait tout simplement de l'incongruité, de la trahison, du vent. Parce que ça ne prend pas en compte justement l'humanité des Africains du Togo. Et ça, c'est une trahison. Alors, il faut rester cohérent avec ces idées. Il faut rester cohérent avec l'idéal panafricain. Ce n'est pas du business. Ce n'est pas du business. C'est la vie des gens qui est en danger. C'est le sang des Africains qui coule. Et vous ne pouvez pas devenir... On sait que Doucet, c'est votre ami. Et Doucet fait tout quand même pour utiliser le panafricanisme pour faire du cosmétique pour son maître, pour Faure-Gnassingbé, et lui donner une forme de couverture. Donc, vous êtes sollicité, comme votre frère Alain Foucault, comme Nathalie Yamba, on vous paye pour que vous veniez servir de faire valoir, servir d'agent de communication, servir de blanchisseur, n'est-ce pas, à ce régime de violence qui tue les Togolais. C'est incroyable. Et la conscience que nous avons, la conscience humaine, la conscience de l'intellectuel doit l'amener quand même à ne pas accepter certaines choses au nom de la rigueur intellectuelle, de la probité morale et intellectuelle. Mais quand vous passez par perte et profit, le fondement même du panafricanisme, vous perdez toute crédibilité. Les Togolais ne peuvent jamais l'accepter. Les Togolais ne peuvent jamais l'accepter. Vous pouvez être ami avec le dictateur. Vous pouvez jouir des ressources
qu'il a volé aux Togolais. La misère qu'il impose aux Togolais. Vous pouvez venir faire votre show et repartir, mais sachez que le Togo va se libérer. Et les Togolais vont se libérer. Un jour, l'histoire vous jugera. Vous qui avez été des complices de ce régime de violence, de sang, qui tue les Africains. Vous serez jugés, l'histoire retiendra votre trahison. Car les traîtres, l'histoire les oublie très rapidement. Vous voyez? Ayez le courage de Nkouma. Ayez la perspicacité de Lumumba. Des intellectuels qui ont porté le panafricanisme. Revisitez l'histoire. Vous êtes un philosophe. Revisitez l'histoire et vous comprendrez toute la force, n'est-ce pas, de ceux qui ont porté le panafricanisme avec courage. Lisez, et peut-être que je ne peux pas douter que vous n'ayez pas toute cette connaissance, mais je vous conseille de revisiter William Dubois, de visiter Marcus Garvey, Walter Rodney, de visiter Félix Mounier, des Camerounais, de visiter Amilcar Cabral, Paulette Nardal, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara. Revisiter ces grands leaders et le sacrifice qu'ils ont fait pour le panafricanisme, pour la liberté, pour le changement du continent africain. Relisez, ou en tout cas, revisitez Ahmed Sékou Touré, ses discours. Qu'est-ce qui nous a laissé comme legs? Je préfère la liberté à la pauvreté que la richesse dans l'opulence. Vous avez choisi l'opulence. Vous avez choisi d'être reçu avec tapis rouge, avec vin et champagne par le régime qui tue les Togolais. Pour nous parler ensuite de panafricanisme. C'est un contresens, c'est un non-sens, c'est une apologie de raisonnement. Et pour les Togolais, nous ne sommes pas d'accord. Intellectuellement, nous voudrions que vous nous prouviez la cohérence entre le panafricanisme que vous prônez et la souffrance qu'on impose aux Africains, la déshumanisation qu'on impose aux Africains du Togo. Nous voudrions que vous nous prouviez que le Togo, qui est le prototype même, n'est-ce pas, du combat, le Togo qui a été à l'avant-garde du combat panafricain, avec son président Sylvanus Olympio, dont le corps gît encore à l'étranger, et dont sa vision politique, qui est basée sur la souveraineté, 60 ans avant le combat de l'AES, et qui a été massacré, et à la place, on a installé un régime de terreur, à l'antipode même de la liberté politique, économique, la liberté spirituelle des Africains, et qui a passé son temps, le régime du père et du fils, à massacrer, à tuer, à maintenir le Togolais dans la souffrance. Fagnassingbe s'est énormément enrichi avec l'argent du continent togolais. Son père mourait avec une fortune de 4 000 milliards. Lui, multiplie par 5, il a 20 000 milliards, planqués un peu partout dans les banques à l'étranger. Il a endetté le Togo. Et donc, les Togolais ont du mal à faire le pas principal par jour. Avec cet argent, il vous paye. Il vous fait venir au Togo pour parler du panafricanisme. Et vous êtes content de venir. Où est la cohérence intellectuelle dans ça? Où est la cohérence de conscience dans ça? Où est le sérieux, la crédibilité de l'intellectuel togolais dans ça? Vous voyez? Si vous pouvez collaborer avec le régime togolais pour venir faire du panafricanisme, de la conférence, mais allez en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller faire la même chose en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi aller à Abidjan, faire la conférence sur le panafricanisme. Ensuite, vous pouvez aller à Yaoundé, faire la même chose. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de problème.
En fin de compte, il n'y a pas de problème. Donc, vous comprenez le jeu que vous jouez. Il y a des milliers d'Africains qui vous suivent, qui veulent croire en vous. Vous devez garder quand même un certain nombre de principes et de valeurs, de probité morale intellectuelle, de cohérence intellectuelle. Vous ne pouvez pas à la fois embrasser le panafricanisme et jouer avec les dictateurs. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, dites-nous quelles ont été les conditions de la négociation avec l'État togolais pour que vous soyez à l'aise, que vous soyez, que votre sécurité, que vous soyez en sécurité pour venir à Lomé faire la conférence sur le panafricanisme. Dites-nous les thèmes de ces négociations. Ne nous parle pas tout simplement de panafricanisme, non. On veut savoir comment vous êtes arrivé à négocier avec ce régime, quels sont les thèmes de l'accord qui vous amènent à Lomé, à vous assurer votre sécurité pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise, que Ouattara ne viendra pas vous chercher pour que vous puissiez aujourd'hui parler aux Togolais du panafricanisme. La conférence sur le panafricanisme, vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Lomé. Ça peut se faire partout, sur les réseaux partout. De Paris, de votre Normandie, vous pouvez faire la conférence sur le panafricanisme. Votre déplacement est douteux. Votre déplacement sonne comme une trahison, un poignard dans le dos des Togolais. Vous devez intellectuellement nous prouver qu'il y a une cohérence entre la déshumanisation des Togolais et le discours faux, la mascarade qu'a monté de toutes pièces doucées en parlant du panafricanisme. Vous devez convoquer l'histoire politique du Togo, qui est à l'antipode du panafricanisme, pour nous prouver, pour nous justifier votre présence. Vous devez enfin nous dire ce que le régime togolais a fait, concrètement, dans le sens du panafricanisme. Le franc CFA, dites-nous ce que Faure a dit ou fait par rapport ou contre le franc CFA. Dites-nous par rapport aux bases militaires, aux accords léonais qui nous tiennent comme des chaînes dans le système néocolonialiste français que vous dénoncez chaque jour. Dites-nous qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour que le Togo aujourd'hui vous soyez à l'aise de venir au Togo. Et en fait, dites-nous les termes des accords que vous avez faits avec le régime pour vous permettre de venir en toute sécurité à Lomé et jouir, n'est-ce pas, des mêmes ressources des Togolais qui sont clochardisés, qui sont esclavagisés, qui sont blessés, qui sont tués, qui sont exploités, qui n'ont pas accès au fruit de leur travail, puisque tout le travail passe dans la poche de Faure Gnassingbé et dans les banques offshore. Et c'est cet argent qu'ils utilisent pour vous payer le billet d'avion, pour vous payer l'hôtel. Et quand vous buvez du champagne en parlant du panafricanisme, les Togolais meurent à 100, 200 mètres dans la prison civile de Lomé. Dites-nous toute la cohérence avec tout ça. Et si vous arrivez à nous convaincre, ben, on vous applaudira, on vous suivra. Mais si vous n'arrivez pas, ben, sachez que vous perdrez votre crédibilité et tout ce que vous allez raconter par la suite va sonner faux, va sonner comme une symphonie, de cacophonie, d'un dribbleur, d'un médira, oui, d'un arracheur de dents, qui tout simplement blague les Africains. On n'a pas besoin de ça, on a besoin des intellectuels convaincus. On a besoin des intellectuels à la trempe de Cheikh Anta Diop. Vous voyez, c'est des gens qui sont cohérents avec leurs idées, qui ont souffert, qui sont morts même en rejetant tous les avantages qu'ils auraient pu gagner. Parce qu'ils étaient cohérents avec leurs idées. Ils l'ont défendu jusqu'au bout. Et l'histoire leur donne raison. Et non des intellectuels de business qui, en fonction des opportunités, peuvent devenir des pirouettes. Les Américains parlent de flip-flop. En fonction, en Côte d'Ivoire, on dit qu'on sèche son linge là où il y a le soleil. Donc, en fonction de la direction du vent, eh bien, on change. Et puis, bon, voilà, le discours qu'on tient hier, on tient le contraire aujourd'hui. Et vous êtes
versatile sur ce point. On vous a entendu défendre l'assassinat de Sankara dans une vidéo. Vous justifiez que Sankara, quelque part, responsable de ce qui est arrivé, et je peux vous citer, vous dites que Blaise Compaoré était dans une situation où il devait protéger sa vie ou laisser sa vie. Ben, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui choisit sa survie. Et donc, vous avez justifié l'assassinat du président Sankara, demandant aux jeunes intellectuels africains de lire l'histoire, d'apprendre de l'histoire pour comprendre les choses, de ne pas aller trop vite en désordre. C'était hier, quand Blaise Compaoré est tombé. Aujourd'hui, heureusement que vous avez fait votre mea culpa, revenez. Et vous comprenez que vous êtes complètement à côté de la plaque. Mais vous étiez en ce moment-là au service de Blaise Compaoré. Donc vous êtes un intellectuel qui se met au service des dictateurs. C'est comme si à la carte, eh bien, votre intellectualisme est à double variable en fonction justement de l'intérêt. Comme un avocat, voilà, vous pouvez à la fois défendre le criminel et en même temps la victime. Vous auriez pu être un avocat. Si vous étiez un avocat, on ne vous critiquerait pas. Et vous faites votre travail. Mais dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas à la fois défendre Blaise Compaoré et défendre Sankara. Ce n'est pas possible. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, vous faites la même chose. Vous avez critiqué hier Gbagbo. Vous étiez contre Gbagbo. Et après, vous avez changé. Et vous avez présenté encore des excuses. Un intellectuel ne peut pas se tromper comme ça. Et aujourd'hui, hier, vous avez critiqué Fonia Sindé. Vous avez reconnu à justice, et on vous remercie pour ça, que les Togolais naissent dans la peur, vivent dans la peur, meurent dans la peur. Vous avez toujours critiqué ce régime de violence. Et aujourd'hui, vous annoncez gaillardement que vous arrivez au Togo pour faire une conférence sur le panafricanisme sans nous dire les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez pas nous tromper aussi facilement. Vous comprenez? Nous sommes des Togolais intelligents. Nous sommes des Togolais bien éduqués. Nous sommes des Togolais qui maîtrisent l'histoire, qui maîtrisent le panafricanisme. D'ailleurs, sachez que c'est au Togo, c'est les Togolais qui ont montré le chemin aux Camerounais en termes de combat, puisque nous avons eu le même destin avec la colonisation allemande. Et les deux pays ont eu la même trajectoire historique. Mais c'est les Togolais qui sont partis à l'ONU, Sylvanus Olympio et son équipe, et qui ont forcé l'ONU à venir refaire les élections au Togo, puisque la France coloniale avait fraudé les élections pour intégrer le Togo à la communauté française ou à l'Empire français. Et quand l'ONU est venue faire cette élection, on s'est rendu compte que les Togolais ont choisi l'indépendance. Alors, Youm Mounier et Youm Nobié et Félix Mounier, son équipe aussi, ont commencé à partir de 1954 à aller à l'ONU pour réclamer la même chose. La France ayant vu qu'au Togo, les indépendantistes ont gagné, nous étions en avril 1958. En septembre, Sékou Touré, ça a inspiré les Guinéens. Sékou Touré a dit non, mais De Gaulle a cessé automatiquement les référendums sur tout le continent. Ils ont remplacé cela par un système france-africain qui voudrait qu'ils distribuent maintenant l'indépendance à leurs vassaux en éliminant systématiquement tous ceux qui sont les nationalistes. C'est ce qui a amené à la guerre au Cameroun, où les nationalistes camerounais ont été assassinés, tués, des bombes ont été jetées sur des villages camerounais et décimer des villages entiers et imposer leur vassal qui est à Ijo. On a tué Youm Noubié pour pouvoir imposer à Ijo. Et ensuite, sorti en 82, après avoir été ministre dans le gouvernement pendant au moins 25 ans, et le président actuel, Paul Biya, de 82, il est en train de faire son 8e mandat à 92 ans. C'est le monstre même de la France-Afrique. Le monstre même de la France-Afrique. Alors on ne peut pas avoir cette histoire-là, ce pays-là, et venir se moquer du Togo.
C'est pas possible. Donc, il faut commencer par enlever la poutre qui est dans vos yeux, avant la paille qui est dans les yeux de l'autre. Donc, votre discours sur le panafricanisme, il faut aller au Cameroun, hein, il faut nous montrer l'exemple au Cameroun, il faut aller en Côte d'Ivoire, montrer l'exemple avant de devenir sociétaire du régime de violence, de torture, de tyrannie, hein, de Fagne Gnassingbé, qui a transformé le Togo en une monarchie, en une prison à ciel ouvert. Voilà ce que nous voulons vous dire là-dessus. On vous attend sur vos arguments et je suis prêt à débattre avec vous surtout sur ce sujet-là parce que nous ne voyons aucune cohérence intellectuelle, aucune probité morale. On voit tout simplement du business. Sur le panafricanisme, on voit tout simplement de la fabulation. On va raconter des histoires togolais alors que ces Togolais-là souffrent, n'est-ce pas, dans leur chair, dans leur cœur. Et on va vous dire qu'on n'est pas intéressé par la situation interne des Togolais. Quand on parle du panafricanisme, mais avant de parler du panafricanisme, il faut d'abord manger à sa faim, il faut avoir la liberté. Il faut que sa dignité humaine, son humanité soit reconnue. Si on vous nie cette humanité au nom d'un vassal imposé par la France en fil de père en fils qui vous tue, qui vous blesse, qui vous exploite, qui vous maintient à la fin, on vient vous parler du panafricanisme, des idéaux du panafricanisme qui, à notre sens, est versatile en fonction des intérêts en jeu, égoïstes, des intérêts narcissistiques. Il suffit seulement qu'on vous déploie le tapis rouge, qu'on vous assure l'hôtel, le billet d'avion, qu'on vous assure votre sécurité, vous êtes content. Vous êtes content, vous ne portez pas le flambeau panafricain. Vous êtes dans l'égoïsme personnel, dans l'intérêt égocentrique. Et ça, c'est criminel. C'est une association de malfaiteurs. Hein, c'est être intellectuel au service du diable. Et ça, les Africains du Togo, nous ne l'accepterons jamais parce que vous ne pouvez pas venir nous bluffer, nous jeter la poudre aux yeux ou encore nous entraîner dans le faux panafricanisme. Voilà ce que je vais dire essentiellement sur cette question. Et pour terminer, il y a le M66 qui a lancé une manifestation sur le 8, le début de la conférence panafricaine. Alors j'invite tout le peuple togolais à sortir massivement pour dire non au régime de terreur de Fagne Gnassingbé, pour dire non à ces Africains qui vont venir au Togo à parler du panafricanisme alors que les Togolais meurent de faim, sont emprisonnés, enchaînés, on leur enlève le droit de désigner leurs dirigeants, ils n'ont même pas, leur constitution leur a été arrachée, ils n'ont plus d'espace de liberté, d'espace politique, où ils sont torturés, soumis à des traitements cruels et inhumains. Ils n'ont d'autre choix que de fuir leur pays. Ceux qui ne sont pas chanceux seront tués, ou les autres en prison, déshumanisés, où on viole les femmes en prison, le cas de Grace actuellement, où les bébés n'ont pas de couveuse, les bébés prématurés, où l'hôpital de Tokoin est un mouroir, il n'y a pas de plateau technique pour soigner les gens. Les conditions sont déshumanisantes, comme dans le temps de l'esclavage. Alors que c'est des Africains qui dirigent ce pays, mais ces Africains ont été choisis comme imposés par la volonté de la France coloniale pour continuer l'œuvre de l'impérialisme, pour faire en sorte que le Togo reste un couloir, un espace, un précaré de domination, pour s'accaparer des ressources et pour faire en sorte que, les Togolais ne soient pas indépendants, souverains pour décider d'eux-mêmes, de leurs lois, de leur avenir et avoir le contrôle sur leurs ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est quelle conférence on peut parler? Alors, j'invite donc les Togolais à sortir massivement. Nous appuyons avec force et énergie cette manifestation et pour démontrer d'abord que le régime, là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Ensuite, que tous ces Africains qui viennent à Lomé par Vani parler du panafricanisme, qu'on les renvoie chez eux. Et que les vrais Africains viennent aider le Togo à se libérer. Et dès que nous serons libérés, nous allons pouvoir réorganiser la conférence, le congrès panafricain, et inviter les vrais Africains, les vrais patriotes, les vrais panafricanistes à parler du continent. Je rappelle l'histoire, c'est quand Nkrumah s'est libéré. Nkrumah,
qu'il a permis à ce que les pays qui étaient encore sous domination coloniale viennent, n'est-ce pas, au Ghana pour pouvoir parler de la conférence d'Accra sur le panafricanisme. Vous voyez? Donc, il faut d'abord avoir soi-même la liberté, la souveraineté. Et avant de pouvoir inviter les Africains qui ne sont pas encore souverains à venir, on les outille, on leur donne les moyens, on leur donne le financement pour qu'ils puissent libérer leur pays également. Alors, le Togo n'est pas libéré. Et on vient parler du panafricanisme au Togo. Donc, il faudrait que le peuple togolais sorte front debout pour mettre fin. Comment on l'a fait pour Alain Foucault en juin? Oui, il n'a pas pu organiser sa conférence. Si vous sortez massivement dans les rues de Lomé, vous allez empêcher ce mascarade à la 12-7. C'est le 12. Ça commence le 7 décembre. Donc, 12-7. Décembre pour 12-7. Vous voyez? Mais quand on dit 12-7, c'est doucet aussi. Et doucet, ça veut dire, pour faire un jeu de mots, à la 12-7 à la mitrailleuse. Donc, ce panafricanisme à la mitrailleuse, nous n'en voulons pas. Je reprends. Le panafricanisme à la mitrailleuse, nous ne voulons pas. Nous voulons le panafricanisme de la liberté, le panafricanisme de la justice, le panafricanisme de la dignité, de l'humanité et du bien-être des Africains. Et ça passe par des principes fondamentaux de démocratie, de liberté, de souveraineté, de justice. Et c'est ça que nous prenons en tant que panafricains et que Pyramide, qui est une organisation panafricaine, qui s'appuie sur l'Égypte antique, sur les grandes civilisations de nos ancêtres, qui nous ont donné à l'humanité tous les éléments de l'humanité, et qui reste pour nous notre référence sur le plan identitaire, sur le plan culturel, sur le plan historique, sur le plan civilisationnel, et bien que cette pyramide, que le yin et le yang, la relation entre la terre et le ciel, l'eau et le feu, le monde visible et invisible, et les grands pharaons, et bien que leur science, leur génie, leur maths puissent nous inspirer pour que nous puissions toujours être dans le bien des Africains, ce qui est non comploté contre les Africains au service des puissances occidentales. Voilà ce que je veux dire essentiellement sur les trois sujets. J'en appelle donc les Togolais à soutenir les prisonniers politiques qui sont 35, qui sont en grève de la faim, à devenir des parrains et marraines, à contacter Pyramide à travers pyramidegmail.org et envoyer leur contribution pour que nous puissions, à notre tour, à travers le guichet unique à Lomé, à Siba Johnson, puissent répondre à leurs besoins sur le plan de la santé, sur le plan de l'accompagnement médical, et donc ne les abandonnez pas. C'est notre façon, à travers cette solidarité, de déconstruire la violence de Fortescue qui voudrait les isoler et les utiliser comme des cobayes pour faire peur, pour terroriser les familles, le peuple togolais de pas réclamer son droit inaliénable. Les jeunes prisonniers, les nouveaux prisonniers qui sont en prison, vous avez leur nom sur les sites, nous réclamons leur libération. Le cas de les femmes qui sont en prison, le cas de Grace, de Madame Nyakade, de Madame Apevon, de Léla Traoré, de Dora, nous réclamons la libération des femmes qui sont soumises à des traitements cruels et inhumains. Elles n'ont pas besoin d'avoir leur place là-bas, leur place est à la maison pour nourrir leur bébé. Nous réclamons également la libération de Jean-Paul Omoni, d'Aziz Goma et de tous les prisonniers politiques, y compris Pachania Singé. Sur le panafricanisme, notre position est très claire. Nous rejetons d'emblée et catégoriquement le panafricanisme du business où des vautours viendront à faire un festin sur la misère, la souffrance, la privation des droits les plus fondamentaux des Togolais. Et depuis 60 ans que les Togolais souffrent, au lieu de les aider à sortir de cette ornière afin de fêter ensemble, ou en tout cas d'organiser le panafricanisme qui va être un mouvement, une révolution qui va libérer d'autres terres d'Afrique, plutôt on veut venir aider le dictateur à continuer toujours à écraser les Togolais. Et ça, c'est une grande déception. Alors, les Togolais considèrent que c'est un poignard dans le dos, on ne peut jamais l'accepter.
le cas des panafricains les plus célèbres de Niamsi qui vient à Lomé, qui annonce gardement, je viens me faire du panafricanisme, un mépris pour la souffrance du peuple togolais. Regarde dans le dos du peuple togolais, les Togolais ne peuvent jamais l'accepter. Enfin, la manifestation du 8 décembre, sortons massivement, démontrons au monde entier que les Togolais ne sont pas nés de la dernière pluie et que nous maîtrisions très très bien que ce soit à l'idéologie panafricaniste, que ce soit à l'historicité du combat du Togo qui, 60 ans avant, plusieurs pays africains étaient déjà dans le panafricanisme, et en fait notre rejet total de ce régime de violence et de tous ces associés extérieurs qui continuent toujours pas à comploter contre le Togolais. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, et merci à tous ceux qui se sont donc branchés au live. Et si vous avez... merci pour les commentaires. Et continuons pas à mobiliser. Le 8, Fouad Nassimi doit partir. Tous ceux qui sont venus pour l'aider, pour lui servir de faire valoir le cosmétique, doivent en prendre pour leur coup. Ils sont venus en avion, mais ils doivent courir pour fuir le Togo. Il faut leur démontrer qu'on ne parle pas de la cause à la maison d'un pendu et que les Togolais ne peuvent pas se laisser marcher dessus parce qu'ils ont ils sont en train de poursuivre leurs intérêts égoïstes. Et avant de parler du panafricanisme, on doit s'assurer du bien-être de l'ensemble des Africains, et c'est notre position. Merci. Allô, Thierry. Oui, je te laisse la main. Bonsoir. J'ai été un peu long là, mais je te laisse commenter si tu veux dire quelque chose avant qu'on ne continue. Merci. Oui, j'ai noté 3 points rapidement que je voulais ajouter. Et c'est le premier point, je vais prendre l'exemple de Franklin Nyamsi lui-même, qui disait entre-temps pour aller à Douala ou bien à Yaoundé pour le décès pour les enterrements de son frère ou bien de son père, il voulait renouveler son passeport ici et que son passeport n'avait pas été vite renouvelé et qu'il avait demandé à prendre à ce que l'État camerounais lui délivre un laissez-passer ou bien un passeport comme il est binational pour pouvoir aller à l'enterrement. Il n'a pas pu. Pourquoi je dis ça? Je voulais parler de ça. Je dis ça parce que il doit être conscient qu'il y a des Togolais aussi qui sont à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer qui ont des décès dans leur famille, qui ne peuvent pas rentrer, comme dans son cas. Et qu'il est en train de supporter le même régime qui empêche les Togolais de rentrer, comme lui l'a vécu. Je voudrais qu'il prenne conscience par rapport à ce que lui l'a vécu, par rapport au régime de Paul Biya, et que c'est la même chose qui arrive à un certain nombre de Togolais de l'étranger qui ne rentrent pas pour voir leur famille et pour assister à certains funérailles comme lui-même. Ensuite, je veux appuyer ce que tu as dit par un élément qui est vraiment, vraiment malheureux à nous les Africains. C'est qu'aujourd'hui, on surfe sur la souffrance des Africains, on dit ce que le peuple veut entendre, on se dit qu'on est contre ce qui se passe, le colon, l'ancien colonisateur, ce qui se passe, et on adhère à la souffrance des Africains. Et les Africains pensent qu'ils sont compris par un certain nombre de docteurs, de doctrines, et ils les soutiennent. Ils leur portent leurs appuis, que ce soit financier, moral et en termes de visibilité. Et à la fin, on se rend compte que quand ces gens-là ont cette visibilité-là, ils s'en vont s'associer à l'oppresseur, aux oppresseurs des Africains pour gagner derrière. C'est à se demander, est-ce que ce panafricanisme-là n'est pas encore pire que le colonialisme? Ça va dans un jeu de dupes où on fait croire aux Africains qu'on est de leur côté et qu'au final,
l'Africain se rend compte que c'est du business en fait. Comme tu l'as dit, tout le thème que tu as l'habitude d'utiliser, panafricanisme de business. Après, moi je me demande personnellement, entre le panafricanisme, ce panafricanisme et le néocolonialisme, qu'est-ce qui est le pire? Parce que les gens qui sont sur le terrain vraiment s'engagent véritablement pour eux. Et après, ils se, ils sont livrés à eux-mêmes. Parce ils ont pris part à ces genres de doctrines par rapport à Franklin Nyamsi, son slogan Afrique des libertés et tout. Et à la fin, comme tu l'as si bien dit, qu'est-ce qu'il a pu dire au régime togolais pour que, qu'est-ce qu'il va aller faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire ensemble? C'est ce que je voulais ajouter. Et que tu l'as bien dit, à 100 mètres de là où ils vont se retrouver, il y a des prisonniers et prisonnières qui croupissent dans les geôles de ce régime-là. C'est ce que je voulais ajouter, tiens. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Constitution 92. Ce que tu as dit est absolument pertinent parce que on se rend compte que le néocolonialisme, les vassaux africains qui portent le néocolonialisme comme Fonya Simbe, il y a une collusion qu'on voit venir entre le panafricanisme de business et le néocolonialisme. Et ça va créer un autre monstre. Vous voyez? Ça va créer un autre monstre où les dictateurs africains, qui sont les héritiers de ce néocolonialisme, qui tuent leur peuple, qui esclavagisent leur peuple et qui prennent leurs ressources et en les plaquant dans les banques extérieures, maintenant la souffrance et la paupérisation, le cas du Togo est emblématique. Maintenant, ce panafricanisme, ce néocolonialisme qui se transmet de père en fils, comme le cas du Togo, le cas du Tchad par exemple, eh bien, à un moment donné, font semblant d'être en rupture de banc avec leur maître colonialiste. Entre-temps, ils embrassent le panafricanisme. Et donc, les leaders du mouvement panafricain trouvent des acomptes crochus avec ces dictateurs. Et même les célèbres. Vous entendez des panafricains camerounais célébrer Paul Biya. Vous comprenez? Célébrer Paul Biya. Et donc, Fonya Doucet, qui est le ministre de Fonya Simbe, a pris contact avec ces gens. Par exemple, Afrique Média vient à Lomé, Alain Foucault est à Lomé, et il a voulu organiser la conférence de jeunes, ça n'a pas marché. Son réseau est mis à contribution. Comment on l'appelle, Nyamsi vient à Lomé, annonce qu'il va faire une conférence sur le panafricanisme. Nathalie Yamb est en discussion avec le régime. Le régime lui a payé un billet d'avion pour aller au Brésil dans les préparatifs, et moi je l'affirme sur la base des preuves, est allée, mais elle est allée au Brésil pour participer au pré-congrès du panafricanisme. Donc, elle complètement, bon, elle est devenue, elle reçoit du financement, en tout cas, elle est du régime togolais. Comment? Et d'ailleurs, vous l'avez vu prendre parole pour accuser même l'opposition, pour accuser le peuple togolais que oui, si la constitution a été changée, c'est parce que dans les années 92, ils ont mis une clause dans la constitution et qui permet ou qui justifie le changement, le braquage constitutionnel d'avril 2025, ce qui est complètement faux, puisqu'il n'y a aucune clause dans aucune constitution qui justifie qu'on peut prendre cette constitution, on la jeter, on la remplace complètement par une autre constitution. Il n'y en a pas. Ce que l'article dit, c'est qu'on peut avoir des modifications, donc quelques articles, si on a le 4/5 des députés. Modification. Donc, on ne dit pas, l'article ne dit pas, on peut prendre la constitution, la froisser, la jeter, et puis, bon, voilà, on invente une nouvelle constitution si on a 4/5 des députés. Sinon, la constitution prévoit son propre coup d'État, ce qui n'est pas possible. Aucun texte ne peut pas prévoir son coup d'État.
Quand il y a un coup d'État, il y a une situation, eh bien, on met en place une constituante qui élabore une nouvelle constitution et c'est le peuple qui doit par référendum valider cette nouvelle constitution pour que ça prenne effet. C'est ce qui est arrivé en 92 lorsque le peuple togolais s'est soulevé contre la constitution qu'Adim avait fabriquée la constitution qu'Adim avait fabriquée en 80. Arrivé en 1990, le peuple togolais s'est soulevé, c'est un événement majeur qui a amené à une conférence nationale, qui a mis en place un comité qui a réfléchi sur la nouvelle constitution qui a été promulguée plus tard par Yadima lui-même en 92. Et donc, on ne peut pas, il n'y a pas de test qui prévoit qu'on peut prendre la constitution, la jeter. Alors, tous ces arguments que Nathalie Yam avait développés complètement du faux, tout simplement parce qu'il est devenu sociétaire, n'est-ce pas, du régime togolais. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient à Lomé, en catimini, elle va venir à cette conférence et c'est eux qui vont nous parler du panafricanisme. C'est une insulte à l'intelligence des Togolais et comme je l'ai dit, les Togolais sont très intelligents et personne ne peut challenger notre intelligence sur ce point. Nous avons les meilleurs historiens, nous avons les meilleurs économistes, nous avons les meilleurs journalistes. En tout cas, en termes d'intelligence sur le continent africain, on doit compter parmi les Togolais. Et donc, de ce point de vue, tous ceux qui vont venir nous raconter nous raconter des histoires, eh bien, il faut savoir qu'il ne peut pas tromper notre vigilance. Donc, vous avez fait un très bon point. Cette collusion entre le néocolonialisme, hein, les enfants, les héritiers des dictateurs qui reprennent le pouvoir parce que c'est la volonté du système néocolonialiste, parce qu'on craint que si jamais on laisse le peuple togolais voter librement, eh bien, le peuple togolais n'allait jamais permettre à ce que les héritiers de la dictature, de la terreur puissent rester au pouvoir. Ils s'en sont conscients. Donc, la meilleure façon de les garder, tout simplement, de garder leur manette sur le pouvoir, ce n'est pas la violence, la terreur, la fraude, et aussi de leur arracher même le droit de voter. Comme ça, on est sûr qu'ils ont un pouvoir de fait. Et un pouvoir de fait ne peut régner que par la violence. C'est ça le cas du Togo. Et donc, ils viennent rencontrer, parce qu'entre-temps, ils se sont accaparés des richesses des Togolais. Ils ont de l'argent. Et maintenant, on peut aller payer un Yamsi. On peut aller payer un Nathalie Yam. On peut aller payer un Alain Foucault. Et ils viendront faire du cosmétique pour vous dire, vos yeux là qui sont cassés, c'est bien pour vous. Ou la souffrance là, la façon dont on vous traite, on vous tue, c'est bien pour vous. Il faut un peu rester ad vitam. Vous comprenez? Donc, il y a cette collusion. Donc, nous devons rester vigilants parce que le vrai panafricanisme n'a jamais soutenu les dictatures. Le vrai panafricanisme a toujours mis de l'avant le bien-être du peuple. A toujours mis de l'avant le bien-être du peuple, la dignité, la souveraineté des peuples. Et c'est les peuples qui doivent décider. Si les peuples décident d'aller dans un sens, c'est la volonté, démocratie, le pouvoir du peuple. Mais une seule personne ne peut pas décider pour un peuple. Il peut être intelligent n'importe quel comment. Il doit se soumettre à la volonté populaire. Et donc, tant qu'on n'a pas ces éléments-là, je ne vois pas où on vient nous parler du bien-être des Africains. Vous comprenez? Alors, cette collusion entre les panafricains et le néocolonialisme crée un monstre qu'on pourrait appeler le néo-panafricanisme. Vous voyez? Donc, c'est le colonialisme qui rencontre le panafricanisme et ça crée un nouveau néologisme, le néocolonialisme, panafricanisme. Vous voyez? C'est ça qu'on nous vend sur les médias. Et l'autre élément que je veux aussi ajouter, c'est que comme dans les années 80, à l'indépendance des pays africains, quand il y avait le mouvement de décolonisation, de révolte, de souveraineté, eh bien, les colons se sont assis et se sont projetés dans l'avenir pour dire, bon, ce mouvement, on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour court-circuiter le mouvement? Ils ont créé le néocolonialisme, qui consiste à quoi? À distribuer l'indépendance de façon, je dirais, comme des gâteaux, mais à qui? À des vassaux, à ceux qui ne veulent pas que la France parte. Les nationalistes qui veulent assumer l'indépendance, on les tue. Et on crée le néocolonialisme. Mais on leur fait signer des accords.
vous allez accepter le franc CFA, vous allez accepter nos bases militaires, vos ressources nous appartiennent. Et ceux qui l'ont signé sont devenus présidents, le cas du Cameroun, d'Ahidjo et ensuite de Paul Biya jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Donc, ils ont anticipé le mouvement de résistance, ils ont tué Youm Nobié et ils ont placé Ahidjo. Ensuite, Paul Biya. Donc, ils ont anticipé. Et donc, la même chose, ça arrive aujourd'hui. Ils voient le réveil du continent. Ils voient le panafricanisme qui s'appuie sur la souveraineté, la rupture avec la France-Afrique, avec le système de domination. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils anticipent sur ça pour créer un mouvement pour dire, OK, ceux qui sont des porte-parole de ça, on va les identifier. Ils ont d'ailleurs, il y a l'école économique de guerre de Paris qui a sorti un document. Hein, ce que je vous dis est factuel. Où ils ont analysé, ils ont dit, bon, on peut les acheter, on peut les transformer, on peut les utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une coalition ou une collusion entre nos vassaux et eux. Et comme ça, et Belfort devient panafricain. Autour de lui, il y a Niamsi, il y a l'Infoca, il y a Nathalie Yam. Et bien, la France est contente. L'impérialisme français est content. Où est le problème encore? Puisque ceux que les Africains écoutent sont à côté des dictateurs. Le dictateur, c'est qui? C'est mon élément. Et le problème est réglé. Entre-temps, on satisfait leurs besoins matériels, on leur donne de l'argent, etc. Bon, c'est ça la situation. C'est ça la situation. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis le point que vous avez amené était très bon point. Nous devons rester vigilants et ne pas se laisser pris en otage par le discours du panafricanisme de business, qui sont des sociétés, des États, hein, et qui vont jusqu'à parfois même soutenir l'insoutenable. L'essentiel, c'est qu'eux, ils ont leurs avantages impériaux avec ces États-là et nous faire croire que, bon, voilà, ils sont en train de défendre l'Afrique. Alors, comme nous l'avons annoncé, nous n'allons pas... c'est un live qui est assez court. Donc, nous allons donc clôturer ici et vous remercier pour votre attention. Vous inviter au masterclass de Pyramide le samedi prochain à 19h heure GMT. Nous aurons Carlos Quito, notre grand journaliste, qui va pouvoir nous décortiquer la cartographie politique, économique, militaire et géopolitique du Togo. On ressortira justement les mécanismes de contrôle social, de contrôle militaire, économique, de l'architecture du régime. Il faut qu'on connaisse cette architecture pour mieux la comprendre, pour mieux prendre le contre-pied, pour mieux la déconstruire. Et nous vous proposerons également des pistes de solutions analytiques assez fignolées. Et nous espérons avoir les intellectuels, nous espérons avoir les journalistes, vous, tout le monde, pour débattre de ces questions, puisque nous allons aller plus en profondeur et ressortir les éléments qui nous empêchent de nous libérer, la cartographie de l'ethnisation du Togo, comment l'ethnie est utilisée comme un moyen de domination, la cartographie militaire du Togo, comment le Togo est divisé en zones militaires et chaque zone a les armes, les hommes nécessaires pour pouvoir contrôler la région. Le cas par exemple d'Anéro avec le camp de Zola, et ce camp a été implanté justement pour contenir tout soulèvement, toute velléité de cette région. Les camps à Lomé ont été aussi disposés dans cette perspective. Au niveau de Kara, au niveau de Mango, etc., on vous sortira cette géopolitique, n'est-ce pas, de la carte militaire et l'objectif. Et enfin, l'enrichissement illicite, comment on fait des riches. On prend, comment on l'appelle, Victoire Dogbe, on fait de lui un multimilliardaire pour contrôler cette région, non seulement maintenir cette région voguant et les environs dans la pauvreté, mais et qu'elle est soutenue par la force militaire. Si cette zone va se soulever, elle peut faire le massacre, tout en étant, elle, riche et les moyens, non seulement pour faire pérenniser la dictature.
La même chose se répète dans toutes les régions, à DJ, ou à DJ à Tchévier. On vous sortira tous ces noms dans toutes les régions du Togo jusqu'à Dapawa. Et enfin, la question des outils que nous devons avoir pour nous armer mentalement, nous armer psychologiquement sur le plan matériel et construire le rapport de force. Ce n'est pas le rapport de force qu'on va chasser ce régime. Et ça passe par la rupture. C'est ce que Pyramide dit. Il faut changer de paradigme pour aller vers la résistance citoyenne qui s'appuie sur 3 piliers: la rupture, la pensée rebelle, remettre en cause tout ce qui est loi scélérate, moyen par lequel le régime, son architecture nous maintient dans la domination et l'esclavage. Et enfin, et on ne peut arriver que par la déconstruction de leur système de violence. Et ça consiste justement à soutenir les prisonniers politiques, ça consiste à sortir de l'anonymat les juges qui condamnent, ceux qui violent, ceux qui tuent, ces tortionnaires. On les connaît, leur nom, leur prénom, leur famille, leurs femmes, les richesses qu'ils accumulent, sortir tout ça de l'anonymat et enfin construire justement le rapport de force nécessaire pour la rupture, pour faire émerger l'État légitime, l'État souverain, l'État démocratique que nous avons perdu en 1963 pour libérer le Togo, n'est-ce pas, de la volonté impérialiste, néocolonialiste des puissances extérieures, notamment la France. Voilà un peu notre démarche et donc on vous invite samedi à participer, à débattre avec nous. C'est dans le débat, c'est dans la confrontation des idées que sort la vérité, tout en respectant le point de vue des uns des autres et pour faire avancer la cause. Tous mobilisés pour le 8 décembre, il faut qu'on sorte en masse pour démontrer au régime et au monde entier que le peuple n'est pas d'accord avec le plan machiavélique qui est aussi sur lui et qui favorise les intérêts égoïstes des businessmen dont la majorité sont des Camerounais. Voilà, merci pour ce live. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on clôture? Non, ça va, merci beaucoup à toi. Merci, pensons aux prisonniers politiques et soutenons-les, parrainons-les et soutenons-les pendant cette période difficile qu'ils traversent, puisque leurs droits ne sont pas respectés et qu'ils ont entamé une grève de la faim. Ils sont nombre de 37, grève initiée par Aziz Goma, suivie par Grace Koumaï et les 35 autres. Pensons à eux, soutenons-les. Vraiment, c'est très important. Ne les oublions pas. Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous et à samedi prochain à 19h GMT pour les massacres de Pierre. À la prochaine. Unis pour la même cause, la lutte continue. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Restons dignes, déterminés pour le changement et l'alternance au Togo. Merci.